教えて教えてよその仕組みを。Commençons par une vérité universelle. Tout le monde connaît l'opening de Tokyo Ghoul. Ces quelques notes, cette montée en puissance vocale de TK de Rin Toshite Shigure, c'est l'un des hymnes les plus iconiques de l'animation japonaise de la dernière décennie. La chanson Unravel est devenue un phénomène culturel, un mème, une performance pianistique incontournable sur YouTube. Ironiquement, elle est bien plus célèbre et, disons-le, mieux comprise que l'anime qu'elle était censée introduire. C'est l'hymne d'un chef-d'œuvre qui n'a jamais vraiment existé à l'écran. Bienvenue dans l'autopsie de Tokyo Ghoul, l'anime qui est devenu un cas d'école, un mème sur la manière de méthodiquement démembrer une licence prometteuse. On parle d'une œuvre manga acclamée par la critique et les fans, un monstre de complexité psychologique vendu à plus de 47 millions d'exemplaires dans le monde, et d'une adaptation qui, au fil des saisons, s'est transformée en une caricature d'elle-même. Avant de plonger dans le carnage, il est crucial de comprendre ce que nous avons perdu. Le manga de Sui Ichida n'est pas simplement une histoire de monstres cannibales qui se battent dans les rues de Tokyo. C'est une tragédie profondément humaine, une exploration kafkaïenne de la perte d'identité, de la dualité, de la santé mentale et du cycle de la violence qui ronge une société fracturée. Le protagoniste, Ken Kaneki, n'est pas un héros de shonen classique qui crie pour devenir plus fort. Il est le personnage principal d'une tragédie grecque moderne. Son parcours n'est pas une ascension héroïque, mais ce que les théoriciens appellent un arc de chute. Un voyage du héros qui se termine en tragédie. Sa véritable bataille n'est pas contre le CCG ou Aogiri, elle est contre lui-même. Sa quête est d'apprendre à s'accepter, pour ensuite pouvoir accepter les autres. Il se le dit lui-même, si j'étais le personnage principal d'une histoire, ce serait une tragédie. Il ne croyait pas si bien dire, surtout pour son double animé. C'est pourquoi cette analyse va au-delà d'une simple liste de différences. L'anime de Tokyo Ghoul n'est pas une mauvaise adaptation, c'est une trahison fondamentale. Saison après saison, le studio Pierrot a systématiquement démantelé l'âme de l'œuvre, la transformant d'un drame psychologique et complexe, ainsi que nuancé, en un spectacle d'action edgy, incohérent et finalement vide de sens. Alors, prenez votre petit café, installez-vous confortablement, et disséquons ensemble cette tragédie de l'adaptation. Il faut rendre à César ce qui est à César. La première saison de Tokyo Ghoul, diffusée en 2014, n'était pas un désastre complet. En fait, pour beaucoup et pour moi y compris, elle était même très bonne. Elle a séduit un large public qui a servi de porte d'entrée à des millions de fans. Et on peut comprendre pourquoi. L'animation, produite par le studio Pierrot, était globalement solide, avec des scènes de combat dynamiques et des moments visuellement marquants, notamment la transformation finale de Kaneki dans l'épisode 12, qui est restée dans les mémoires pour beaucoup. La direction artistique a su capturer l'atmosphère sombre et pesante de l'univers d'Ishida. Et que dire de la bande-son absolument divine de l'opening, bien sûr, Unravel, à des morceaux comme Licht Ernst Starten, qui crée une ambiance gothique parfaite. Pour le spectateur non averti, la saison 1 était une introduction intrigante et divertissante. Elle posait les bases. Un étudiant, Ken Kaneki, devient une demi-ghoul après une greffe d'organes et doit apprendre à survivre dans ce nouveau monde cruel. Mais sous cette façade respectable se cachait une bombe à retardement. Car en adaptant environ 66 chapitres du manga en seulement 12 épisodes, le studio a posé sans savoir, ou en toute conscience, les fondations du désastre à venir. Le problème fondamental de cette première saison est son rythme, plus de 60 chapitres en 12 épisodes donc. C'est un ratio d'environ 5,5 chapitres par épisode. C'est mathématiquement un carnage narratif, bien qu'on ait vu quand même des animés avec ce nombre d'épisodes qui fonctionnaient très bien. Pour y parvenir, le studio a dû sortir la tronçonneuse et couper dans le vif. Le rush narratif et ses conséquences. Le résultat de cette compression est la perte de nombreux détails cruciaux pour la construction du monde, le développement des personnages et la cohérence de l'intrigue. Des dialogues entiers qui expliquent le fonctionnement des cellules RC, la politique interne du CCG ou les motivations profondes des personnages secondaires sont passés à la trappe. Un exemple flagrant est l'inversion de deux arcs narratifs majeurs, celui du gourmet Shu Tsukiyama et celui des inspecteurs Mado et Amon. Dans le manga, Kaneki rencontre Tsukiyama, bien après la confrontation avec le CCG. L'anime inverse cet ordre, probablement pour introduire plus tôt le personnage flamboyant de Tsukiyama. Alors, si on peut y voir une manière de donner plus de poids à l'inspecteur Mado avant sa mort, ce changement a surtout perturbé le développement psychologique naturel de Kaneki, qui n'est pas confronté aux mêmes dilemmes moraux dans le même ordre. Cette précipitation a inévitablement conduit à une simplification des personnages, à commencer par Kaneki lui-même. L'anime omet des détails psychologiques subtils mais essentiels. Le plus célèbre et le plus regretté par les fans est son tic de se toucher le menton lorsqu'il ment. Ce geste, qui apparaît après qu'il a commencé à cacher sa nature de ghoul, est un indicateur visuel puissant de sa fracture interne et de la malhonnêteté qu'il développe envers ses proches, mais aussi envers lui-même.
Son absence dans l'anime est une petite coupe qui a de grandes conséquences sur la caractérisation. De même, son entraînement avec Tuka et Yomo est survolé, donnant l'impression qu'il devient un combattant aguerri presque par magie, alors que le manga détaille sa progression laborieuse. Un autre changement notable concerne les hallucinations de Lise. Dans l'anime, elle apparaît à Kaneki bien avant sa torture, le harcelant sur sa fin de ghoul. Si l'on peut y voir un ajout intéressant, pour visualiser sa lutte interne, cela dilue considérablement l'impact de son apparition pendant la scène de torture de Jason. Dans le manga, c'est à ce moment précis, au fond du désespoir, que cette hallucination se manifeste pour la première fois, agissant comme le catalyseur de sa transformation psychologique. En l'introduisant plus tôt, l'anime banalise ce qui aurait dû être un point de bascule majeur. Enfin, parlons de la violence. La violence dans Tokyo Ghoul n'est pas gratuite, elle est viscérale, psychologique et souvent insoutenable, car elle sert à illustrer la tragédie du monde. L'anime, diffusé à la télévision, comme d'habitude, à cette époque-là en tout cas, a subi une censure massive. Les scènes les plus gore sont masquées par les écrans noirs, des jeux de négatifs ou des ombres envahissantes, ce qui casse complètement l'immersion et affaiblit l'impact des combats. Le meilleur exemple est le climax de la saison, le moment où Kaneki, après des jours de torture, accepte enfin sa part de ghoul. Dans le manga, c'est une explosion de rage et d'acceptation viscérale, symbolisée par une planche iconique où il semble s'arracher la peau en hurlant « Je suis une ghoul ». L'anime transforme cette scène d'horreur psychologique en une déclaration mélancolique et anticlimatique. Le Kaneki de l'anime devient un emo kid qui murmure à sa nouvelle identité, vidant la scène de toute sa puissance et de sa signification. La saison 1 n'est pas la trahison ultime bien sûr, mais elle est le péché originel. Elle a créé une version light de Tokyo Ghoul, plus accessible, plus orientée action, plus shonen en fait, mais fondamentalement moins intelligente et moins profonde que l'œuvre d'Ishida. Les raisons de ce choix ne sont pas purement artistiques, mais découlent directement des contraintes de production. Des interviews avec le réalisateur Shuei Morita révèlent que l'équipe de production travaillait avec un calendrier extrêmement serré, comme c'est le cas la plupart du temps quand c'est comme ça. L'animation a commencé alors que seulement 7 tomes du manga étaient publiés, et l'équipe ne savait même pas comment l'histoire allait se terminer. Cette pression a directement mené au rythme effréné et aux coupes massives. En transformant une œuvre dense en un format plus simple et plus rapide à produire, ils ont sacrifié la profondeur pour la faisabilité. Cette décision initiale, dictée par les impératifs de production, a créé une version de Tokyo Ghoul dont les fondations complexes étaient déjà compromises. C'est ce péché originel qui a ouvert la porte à la trahison bien plus grande de la saison suivante. Si la saison 1 a fissuré les fondations, la saison 2, intitulée Tokyo Ghoul Route A, a pris un marteau-piqueur et a tout fait exploser. C'est ici que l'adaptation commet l'irréparable, la décision la plus infâme et la plus déroutante de son histoire. Après avoir été torturé par l'organisation terroriste de l'arbre Aogiri, Kaneki décide de les rejoindre. Alors, répétons-le pour être sûr que l'absurdité soit bien claire. Dans le manga, après avoir vaincu son tortionnaire, Jason donc, Kaneki prend une décision cruciale. Conscient de sa propre faiblesse et du danger qu'il représente pour ses amis de l'antique, il les quitte pour former son propre groupe. Ce groupe, composé de personnages comme Bonju, Tsukiyama et Inami, a un but explicite, devenir plus fort pour protéger ceux qu'il aime, enquêter sur le mystérieux Dr Kanu qui l'a transformé et combattre l'arbre Aogiri. Sa motivation est claire, logique et constitue le cœur de son développement post-torture. L'anime prend cette motivation et la jette par la fenêtre. Le Kaneki de Route A rejoint ses bourreaux, sans une explication cohérente. Il devient un personnage quasi muet, un pion dont les actions sont opaques et dénuées de sens. Pourquoi fait-il cela? L'anime murmure une vague idée de devenir plus fort de l'intérieur, mais ne le montre jamais. Cette seule décision narrative fait dérailler toute l'histoire. Des arcs entiers du manga sont anéantis. L'enquête sur le laboratoire de Kanu, la révélation capitale que Lise est toujours en vie et utilisée pour créer d'autres ghouls, borgne, le développement progressif et terrifiant du Kakuja de Kaneki, sa forme donc de ghoul cannibale, tout cela est effacé. Ruta devient une histoire originale qui, ironiquement, tente de converger vers les mêmes points de conclusion que le manga, le raid sur l'antique, mais sans aucune construction logique. Du développement des personnages ou des enjeux qui y mènent. C'est comme essayer de construire le toit d'une maison sans avoir construit les murs auparavant. Alors, comment une telle décision a-t-elle pu être prise? La réponse se trouve dans les coulisses, et elle est encore plus tragique. La grande justification, ou plutôt la grande supercherie de Ruta, est que la saison est créditée d'un scénario original écrit par l'auteur du manga lui-même, Sui Ichida. Pour beaucoup de spectateurs, c'était un gage de qualité, une route alternative approuvée par le créateur. On nous fait souvent le coup, on commence à avoir l'habitude maintenant, mais bon, à l'époque, c'était moins le cas. La réalité est bien plus cynique en fait. Des analyses des brouillons d'Ichida et des interviews ultérieures révèlent qu'il a bien fourni une ébauche pour une histoire what if. Dans cette version, l'idée était que Kaneki rejoigne Aogiri, avec une motivation claire, les détruire de l'intérieur en ciblant leur chef, le roi à l'œil unique,
C'était une idée complexe, un bad ending potentiel où Kaneki s'enfonce encore plus dans les ténèbres pour atteindre son but. Cependant, le comité de production et le réalisateur, toujours sous une pression de temps et de budget immense, ont donc pris la prémisse, Kaneki rejoint Aogiri, mais ont complètement massacré la substance, la motivation et les développements prévus par Ishida. Ils ont gardé la coquille vide de l'idée et ont jeté le reste. L'équipe de production elle-même a semblé reconnaître le fiasco. Plus révélateur encore, le producteur de la série, Yoshito Dano de Marvelous, Inc., a avoué dans une interview qu'il regrettait d'avoir passé trop de temps sur la composition du scénario de Ruta, ce qui a exercé une pression insoutenable sur le personnel de production et a nui au résultat final. C'est un aveu à demi-mot que le processus de création de cette histoire originale a été chaotique et préjudiciable. Le studio Pierrot, connu pour ses adaptations de shonen à rallonge, comme Naruto et Bleach par exemple, a une réputation de privilégier la quantité à la qualité, avec des épisodes de remplissage et une animation souvent inégale pour respecter des délais de diffusion hebdomadaires. Appliquer cette mentalité de production de masse à un seinen psychologique et dense comme Tokyo Ghoul était une recette pour le désastre. Ils ont favorisé le spectacle d'action edgy et les scènes cool, comme Kaneki quand il porte le corps de Hyde, au ralenti par exemple, au détriment de la substance psychologique et de la cohérence narrative. Ruta est donc une fanfiction officielle qui ne satisfait personne. Elle est incohérente en tant qu'histoire autonome, et elle détruit toute possibilité d'adapter fidèlement la suite du manga. C'est une trahison à plusieurs niveaux. Elle ne trahit pas seulement le manga en changeant radicalement l'intrigue, elle trahit également le brouillon original de l'auteur lui-même. Le studio a utilisé le nom prestigieux de Shuichida comme un bouclier marketing pour justifier ces changements radicaux, tout en vidant le concept proposé par l'auteur de toute sa complexité et de sa logique. C'est une manœuvre qui témoigne d'un mépris profond non seulement pour l'œuvre originale, mais aussi pour l'intention de son créateur dans sa proposition alternative. Le résultat est un produit bâtard, un monstre de Frankenstein narratif qui n'est ni le manga, ni la vision d'Ichida, mais un compromis de production chaotique et sans âme. C'est le point de non-retour, le moment où l'adaptation de Tokyo Ghoul est passée de décevante à irrécupérable. Après le désastre de Ruta, les fans ont attendu 3 ans pour une suite, et quand Tokyo Ghoul Re est arrivé en 2018, il a réussi l'exploit d'être encore plus déroutant. Le problème fondamental de cette nouvelle phase de l'anime est une décision aussi audacieuse que catastrophique. Ignorer complètement les événements de la saison 2 et tenter de revenir à l'histoire du manga. Pour un spectateur qui n'a vu que l'anime, c'est l'incompréhension la plus totale. Le dernier souvenir qu'il a de Kaneki, c'est de le voir rejoindre l'organisation terroriste Aogiri. Soudain, au début de la saison 3, Kaneki a disparu. À sa place, un enquêteur amnésique du CCG, aux cheveux bicolores, nommé Aise Sasaki. Qu'est-il arrivé ? Comment est-il passé d'un terroriste ghoul à un chasseur de ghouls ? Pourquoi a-t-il perdu la mémoire ? L'anime ne fournit aucune transition, aucune explication. C'est un reboot silencieux en plein milieu d'une série, qui laisse les non-lecteurs complètement perdus et frustrés. Si cette tentative de réparation était déjà mal engagée, la véritable catastrophe réside dans son exécution. Le studio Pierrot, confronté à la tâche titanesque de rattraper des années de contenu manga sauté, a opté pour la pire solution possible, la vitesse. La première partie de Re adapte environ 58 chapitres en 12 épisodes. C'est déjà un rythme suicidaire, mais ce n'est rien comparé à la suite. La deuxième partie, elle commet l'impensable, le crime ultime contre l'adaptation. Elle condense les 121 chapitres restants en seulement 12 épisodes. Cela représente une moyenne de plus de 10 chapitres par épisode. Ce n'est plus de la narration, c'est une liste de courses à ce niveau-là. Pour bien visualiser l'ampleur du massacre, il suffit de regarder comment les arcs narratifs majeurs du manga ont été traités. Comme on peut le voir, des arcs qui s'étalent sur des dizaines de chapitres, riches en développement, en révélations et en moments forts, sont réduits à 1 ou 2 épisodes. L'arc de l'île de Rushima, un tournant majeur pour Kaneki, qui devient le Black Reaper, est expédié en 3 épisodes. L'arc du siège des clowns, crucial pour comprendre l'une des factions les plus mystérieuses de l'histoire, est liquidé en un seul épisode. Re est donc l'exemple parfait d'une production qui, en essayant de corriger une erreur monumentale, en a commis une bien pire. Le résultat est une conclusion vide de toute émotion, des événements qui devraient être déchirants, comme la mort de personnages majeurs, ou de retrouvailles attendues depuis longtemps, se produisent à une vitesse telle qu'ils n'ont aucun point narratif ou émotionnel. C'est une coquille vide, un résumé animé qui coche les cases des événements clés sans jamais raconter l'histoire. Ce fiasco révèle une philosophie de production profondément cynique. L'anime n'est plus traité comme une œuvre d'art à part entière, mais comme une simple publicité pour le manga et les produits dérivés. La logique derrière l'adaptation de Re semble être « tant que nous montrons les points clés du scénario, Aise redevient Kaneki, il combat Arima, il devient le roi à l'œil unique, il y a un gros monstre dragon à la fin, nous avons adapté l'histoire. » Cette approche confond le résumé de l'intrigue avec la narration. Elle sacrifie le comment et le pourquoi pour se concentrer uniquement sur le quoi. C'est la conséquence ultime de la pression commerciale et des calendriers de production irréalistes. Une déshumanisation du processus créatif, où une histoire riche et complexe n'est plus qu'une liste de points à cocher le plus vite possible. Ainsi, l'histoire de l'adaptation de Tokyo Ghoul
est elle-même une tragédie en 3 actes. Tout d'abord, avec la saison 1, on a eu une fondation prometteuse mais compromise par la hâte et la simplification, qui a sacrifié la profondeur sur l'autel de l'accessibilité. La saison 2 est une déviation narrative incohérente et cynique qui a brisé la continuité et trahi à la fois le manga et l'ébauche de son propre auteur. La saison 3 et 4 est une tentative de correction paniquée qui a abouti à un massacre narratif, transformant une épopée psychologique en un diaporama sans âme. L'anime a pris la célèbre citation de Kaneki « Si j'étais le personnage principal d'une histoire, ce serait une tragédie » et en a fait une prophétie auto-réalisatrice pour sa propre existence. La véritable tragédie de Tokyo Ghoul, ce n'est pas seulement le destin de son protagoniste, c'est le destin de son adaptation. Le cas à Tokyo Ghoul est un symptôme douloureux des problèmes systémiques qui peuvent gangréner l'industrie de l'anime. Il met en lumière le pouvoir des comités de production qui privilégient le profit à court terme sur la qualité artistique, les calendriers de production irréalistes qui écrasent la créativité du personnel et les studios qui appliquent des modèles de production inadaptés à des œuvres qui exigent nuance et patience. C'est un avertissement, un exemple de ce qui arrive quand l'art est subordonné aux impératifs commerciaux sans aucun respect pour le matériel source. Alors, que faire maintenant? Ma recommandation est simple et sans appel. Oubliez tout ce que vous venez de voir. Considérez cet animé de 48 épisodes comme une très longue bande-annonce, souvent mensongère et mal montée. La vraie tragédie, la vraie beauté, la vraie complexité psychologique de Ken Kaneki, de Tuka, de Hyde, et de tout cet univers fracturé vous attendent là où elles sont nées, et où elles ont été chéries, dans les 30 tomes sublimes, déchirants et magnifiquement dessinés par Suichida. Allez lire le manga, c'est la seule façon de rendre justice à cette histoire, de comprendre pourquoi elle a touché tant de gens, et de vivre la véritable expérience de Tokyo Ghoul. C'est le seul moyen de laver le goût amer laissé par cette trahison. やめたはずの